Yellow Sea Podcast. Bienvenue au Yellow Sea Podcast. Je présente mon invité, Alexandre Kienol. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Puis là, je me suis préparé même une introduction parce que tu es un homme de projet. Puis des fois, je me disais comme, tu sais, j'ai une couple de projets là, mais quand j'ai vu ton CV, je suis comme, damn. Je suis comme, damn. We got it. We got J'ai dit, hustlers. ton recherché va se perdre. Fait que exactement. Regarde, j'ai pris des notes parce qu'on va faire ça comme des pros ici. Mais à la base, pour présenter, tu sais, pour ceux qui ne te connaissent pas, j'ai pris une couple de notes, puis c'est des notes assez directes, mais tu as fondé Geek Event. Oui. OK. Tu as un show aussi, comment dirais-je? Ouais. Ensuite de ça, le Groove Station. J'ai Ouais. une question par rapport à ça. Je suis curieux sur quelque chose, puis je pense que je t'ai vu là, puis j'ai vu quand le principe de... Je suis curieux sur ça. Tu as été nommé pour la Ligue de futsal. T'es là. Ouais, j'étais président de la Ligue de futsal 5 étoiles, qui est ma première entreprise. Mais dernièrement, j'ai été nommé sélectionneur de l'équipe haïtienne de futsal. OK, nice. Avec un peu de qualification. Tu fais la philanthropie, mon gars. Puis la CEDEC. C'est là aussi que je pense qu'on a eu notre première interaction Ouais. quand tu m'as envoyé ton invitation pour l'œil du dragon. Ouais. Puis je trouve ça nice. Je trouve ça nice que tu es dans un projet social, aider dans le fond, le futur, les Ouais. jeunes à se développer, l'entrepreneuriat derrière. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ben, en fait, ce qui arrive, c'est que moi, ça fait officiellement 3 ans que je suis affilié avec la CEDEC, mais que j'en suis employé, ça fait... employé, je suis collaborateur, ça fait environ 5 mois, 4 à 5 mois maintenant. Mais pour moi, c'est toujours dans mon cursus qu'il fallait que... Je trouve que la voie, là, du moins, tu vois, il y a plusieurs activistes, là, de plusieurs manières, pour toutes les causes sociales. Moi, je pense que la réponse, du moins que moi, je veux amener, il y en a qui c'est différent, c'est en contribuant aux prochaines générations au niveau entrepreneurial. Parce que comme je te donne un exemple, toi, je t'ai invité parce que non seulement tu es compétent, mais tu es aussi issu des communautés. Des exemples comme toi, il n'y en a pas énormément. Des gens qui font de l'entrepreneuriat et qui sont issus des communautés diverses, il y en a. Mais il y en a qu'on dirait qu'à certains moments, ils oublient d'où est-ce qu'ils viennent. Puis il y en a d'autres que, tant que tel, bon, ils ne font peut-être pas les affaires de la bonne manière ou quoi que ce soit, puis n'est pas nécessairement la meilleure représentation. Mais quand je vois des gens, tant que tel, qui travaillent fort et qui font ce qu'ils ont à faire, ben, peut-être que toi, tu n'es pas conscient, mais tu es un leader d'une certaine future génération qui vont pouvoir dire, moi, je vois Ray, j'aimerais ça être comme lui, j'aimerais ça avoir une entreprise comme lui, j'aimerais ça faire un podcast comme lui, qui est professionnel et tout ça. Donc, moi, c'était important de justement de montrer cet exemple-là. Et c'est là que, quand j'ai eu la chance, justement, de travailler avec la CEDEC de Montréal-Nord, je trouve tellement c'est un beau projet. Je trouve tellement c'est... Tu sais, on encourage des jeunes à se lancer en entreprise pour les finances pour. Tu sais, c'est quand même Nice, quelque ça. chose, là. Puis, Tu vois tu touches à des... Il y a beaucoup de points, puis ça, c'est pourquoi je dirige vers là la conversation, au moins pour commencer. C'est parce que je te vois aller là, puis il y a des points que moi qui viennent me chercher aussi socialement. Quelque chose que tu as dit, c'est comme issu de la communauté, on est comme peu. Je donne un exemple. Moi, pendant que je grandissais, quand j'avais à peu près 18 ans, premièrement, j'avais pas de role model. Je suis latino. Fait que autour de moi, dans la communauté locale que je peux atteindre assez facilement, qui ressemble comme moi, que je peux me baser comme « Ah, j'aime ta réussite, j'aime ça, je veux être comme toi. » Quand je suis allé à l'université, dans des cours de 60 personnes, je regarde autour, puis je suis comme, comment ça se fait que je suis le seul comme moi? Comme moi, c'est comme, on va dire, le seul latino qui a grandi à Montréal, mais qui se retrouve dans cette classe Environnement de scolaire. marketing Yep. au HEC Montréal. Puis, pourquoi il n'y en a pas d'autres? Je me questionnais, ça se peut pas que je suis le seul qui s'est dit, dans cette communauté, qui s'est dit, hey, je vais aller étudier ça. Il y avait d'autres latinos, mais c'est comme des Vénézuéliens, des Colombiens, des Mexicains riches. Ils viennent ici apprendre, puis s'en vont. Mais local, il n'y en avait pas. Puis je suis comme, il y a quelque chose de bizarre. Certainement, parce que
ce qui arrive, c'est que, par exemple, tu sais, quand tu es issu des communautés, quoi que ce soit, on va avoir une mentalité un peu de... Et ça vient de loin, hein, que comme, écoute, t'as un job, c'est ça. C'est assez. La T'as un culture. job, il y a une culture que comme... Mais moi, je viens quand même d'une idée, comment je pourrais expliquer, d'un environnement un peu élitiste, tu sais, souvent on niaise beaucoup les Haïtiens, ou du moins les parents haïtiens, ils vont se reconnaître là-dedans. On veut que tu sois docteur, Hein. architecte et avocat. Tu vois, Ça va de ton père. et c'est exactement ça. Ma soeur est avocate. Ma soeur a écouté mon père. Moi, j'ai bifurqué, tu vois. C'est drôle parce que ma soeur, elle a fait tout le cursus, là, comme Collège Laval, André Grasset, UQAM, Ah, ouais, damn. Collège Laval. J'ai pris une première sortie. J'étais à Horizon Jeunesse. Première semaine que je suis à Horizon Jeunesse, il y a une bombe artisanale à l'école. Mon père pleure. Je pense que je me souviens de ça. Je te jure, Je me souviens de c'était ça. incroyable. Mon père il m'a appelé, il m'a dit t'as envie, je dis oui. Puis là, il commence à pleurer au téléphone, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi tu vas à cette école-là? Et tout. J'ai été à Annecy, j'ai été au collège Annecy, je me suis fait mettre dehors, je suis retourné, j'ai fini mon cégep, j'étais à l'université après. Comme un parcours tellement atypique, exactement. Mais après, je me suis dit, écoute, je suis pas le premier, je suis pas le seul. Et puis chacun aujourd'hui, je suis fier de où est-ce que j'en suis, mais en même temps, je suis très loin de où est-ce que je veux être. Tu vois un peu ce que je veux dire? Sure. Et je pense que je me suis donné le droit de faire des erreurs dans ma vie. Je me suis donné le droit d'apprendre les directions parce qu'à la fin de la journée, c'est l'expérience. Hein? Puis l'expérience, ça ne s'achète pas, ça se vit. Et puis dans l'optique d'une entrepreneuriale, ben moi, quand j'ai commencé, il n'y a personne qui m'a dit, oh, fais ci, fais ça. Puis j'en ai fait, tu sais, j'étais amoureux de mon projet, j'en ai fait des folies. Et en vieillissant, ben, c'est drôle, hein, quand tu passes à la trentaine, t'es un peu comme... La maturité, Ouais, c'est un autre niveau. exactement. T'es comme le jeune des vieux ou le vieux des jeunes. Tu vois un peu ce que je veux dire? Mais moi, quand j'ai franchi la trentaine, j'ai aimé ça. Il y a du monde qui était comme, oh, t'es vieux. Non. Moi, je me sentais comme, hey, 30 is the new 20. C'est vrai? Parce que OK, t'as de l'expérience, t'as du cash, puis là, tu sais où tu veux t'en aller. Exactement. C'est quelque chose qui a pris du temps à développer. 100%, 100%. Puis c'est pour ça que, comme arrivé dans ce âge, j'ai fait beaucoup de réorganisation, changement dans ma vie, prise de conscience et tout ça. Et c'est là que ça a trouvé un peu j'ai trouvé un peu mon purpose, si on peut dire ça comme ça. OK. Et dans dans le monde des affaires, je veux parcourir par un certain chemin, mais certainement, je vais faire une grande place pour pouvoir aider les prochaines générations et je me prends pas nécessairement comme un modèle, mais je veux aider les jeunes générations à pouvoir se lancer et à éviter des erreurs que moi j'ai faites. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai cette ambition-là. À un moment donné, tu sais, puis ça, ce serait le côté peut-être philanthropique, mais moi aussi, comme quand je grandissais, il manquait ça. C'est qui le fait aujourd'hui? I don't know. Je dis comme, au pire, il y a une position libre. Puis, s'il faut que je l'apprenne, je vais l'apprendre parce que je pense que c'est une ressource importante à avoir auprès des jeunes, tu sais, vraiment qui sortent du secondaire. Surtout vraiment dans nos communautés, tu sais, on est parfois, on pourrait dire manque de ressources, défavorisés. Notre culture aussi, c'est qu'est-ce qui vient nous impacter lourdement à cause de nos façons de penser. Tu sais, des jokes, j'étais chez le barber hier, puis on a eu une anecdote, puis on parlait de comment on était élevés par des mères monoparentales. Mais la joke, c'était comme, tu sais, nos mères nous traitaient comme des punching bags aussi, parce que c'était la culture, on était Ouais. comme ça. Puis Ouais. aujourd'hui, tu vas jamais genre mettre la main sur ton enfant, selon Ouais. moi, parce que t'es comme, non, Ouais, parce que faut qu'on fasse chose différente. tu l'as appris et on est quand même, on est au Canada, on n'a pas vécu la DPJ. misère. Ouais, ben tu sais, on n'a pas vécu la misère que nos parents ont vécu. Exactement. Et ça, il faut jamais l'oublier d'une certaine manière. Et puis tu vois, moi personnellement, je suis né ici. Tu vois ce que je veux dire? Puis en étant né ici, ben ici, je suis chez moi. Uh-huh. Même si on essaie de me dire, je suis pas chez moi, je suis chez moi. C'est chez toi, ouais. Donc, c'est important que pour moi, disons pour mon fils et pour les générations à venir, faire comprendre, ne pas avoir le sentiment, comme j'ai eu, d'être un étranger partout. Mhm. Un peu ce que je veux dire. Donc, quand j'ai eu ce changement-là de mentalité, ben, c'est là que je me suis dit, ben, tu vois, tous les jeunes entrepreneurs qui veulent essayer de faire quelque chose différent de leur vie, parce que ceux qui ne veulent pas être entrepreneurs, c'est bon aussi, hein, je veux dire, chacun Ouais. son chemin, mais ceux qui veulent être entrepreneurs, ben, qui peuvent se dire qu'ils ont le droit de rêver et qu'ils ont le droit de faire quelque chose de
d'intéressant avec leur vie et de pouvoir justement poursuivre leur rêve. J'allais fouiller un peu dans ton parcours. Quelque chose que j'adore parler de moi personnellement, puis je pense que c'est qu'est-ce que n'importe qui dans la pièce ou quiconque écoute va pouvoir gagner. Mais c'est quoi ta plus grosse erreur que tu as faite dans ce parcours-là où est-ce que I failed? Puis que ce qui vient te faire mal parce que tu es en ascension. Je pense qu'à un moment donné, notre ego vient nous chercher, puis notre ego, elle nous ramasse parce que tu as un reality check qui vient avec, puis yo, tu viens de te planter. T'as-tu déjà connu un rock bottom? Oui, certainement. Ça ressemble à quoi? Certainement, rock bottom, c'est... Tu sais, des fois, quand tu es entrepreneur, tu lances un projet, tu vois. Puis il y a des gens qui embarquent dans le projet. Tu sais pas quelles sont les motivations, mais il y a des gens qui embarquent dans le projet au départ. Et après, ce qui arrive, c'est que au fil de fil en aiguille, quand tu avances dans un projet, tout le monde doit gagner quelque chose. Tout le monde doit gagner quelque chose. Et puis, ce que les gens doivent gagner versus toi, c'est pas nécessairement la même chose. Et ça, il faut que tu sois en mesure de le cerner. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que si toi, tu crois et tu es persuadé que les gens voient les choses comme toi, ben, tu vas te faire frapper par la vie. Parce qu'à un moment donné, tu vas te faire laisser seul ou quoi que ce soit, parce que tu dois cerner, et ça, c'est peut-être mes erreurs, c'est que quand on a commencé, par exemple, avec la Ligue et tout, c'est un projet qui était social à la base. À la fin, on a créé une des plus grandes ligues sportives au Québec, deuxième plus grande ligue au Canada au niveau d'importance du nombre des équipes. Nice. Puis les gens embarquaient dans le projet, du moins les gens qui travaillaient et tout. Puis à un moment donné, toi, tu vas aller plus loin. Tu veux mettre plus de travail, mettre plus de temps. Il y a des gens qui travaillent un petit peu, il y en a qui sont un peu bénévoles, il y en a qui... Personne ne fait des grands sous, mais à la fin de la journée, si je n'étais pas en mesure de cerner les motivations de tous et chacun et prendre pour acquis que c'était les mêmes que moi, ben c'est là que je me suis retrouvé à certains moments à être seul ou à être incompris par rapport à certaines situations parce qu'on n'était pas au même diapason au niveau des motivations. Tu vois un peu ce que je veux dire? Vous étiez combien dans ce projet-là? Oh, il y a un temps, on était presque une vingtaine, d'une certaine manière. Là. Donc, moi, mon associé, puis après, il y a des gens qui ils marquaient des matchs, ils marquaient des matchs de manière contractuelle. On avait quelqu'un qui s'occupait des PR, on avait quelqu'un qui s'occupait de tout ce qui est activité. Puis en même temps, c'est mon background événementiel, c'est là que ça a commencé vraiment. On avait des gens on avait les marqueurs, on avait les arbitres qui rentrent un peu dans cette communauté-là. Puis il y avait des gens pour les réseaux sociaux et tout. On avait quand même créé quelque chose. Il y a une organisation. Il y avait une organisation, sans être la plus organisée possible, j'avouerais. Mais tout était motivé par le fait de créer quelque chose de nouveau. Okay. Mais à un moment donné, quand ça stagne, puis que tu veux pousser les gens plus loin, il faut que tu t'assures que les gens sont au même diapason que toi. Est-ce que c'était toi, admettons, le lead de tout le projet où il y avait peut-être, admettons, à la direction de ce projet-là, vous étiez combien? Vous étiez il y avait moi, puis il y a mon associé. Puis encore une fois, mon associé, je pense qu'on a été surpris de notre succès. OK. Qui a été, je veux dire, la première année, on est passé de 12 à 30 équipes. Puis la deuxième année, puis la deuxième année à la troisième année, on est passé de 30 équipes à 50. Comment on gère ça? Ça a été, okay. On a toujours pu arriver à quelque chose de bien, mais en même temps, on voulait tellement en faire plus jusqu'à temps que tu dois trouver le juste milieu entre la qualité que tu veux offrir et ce que tu veux offrir au milieu, à tes membres et tout ça, et la productivité qui va devenir, au fond, le côté monétaire derrière ça. Donc, il y avait toujours ce dilemme cornélien qu'il fallait trouver, mais qu'on a pu s'en sortir, puis on a pu faire quelque chose de bien. Mais si je peux prendre vraiment une erreur, c'est maintenant, je pense que je suis devenu un meilleur gestionnaire. Et quand tu es un meilleur gestionnaire et tu as des objectifs clairs avec ton équipe, c'est là que tu te permets d'aller plus loin parce que tout le monde est clair et puis ça marche pas, ça marche pas. Mais au moins, tu ne peux pas te surprendre qu'une personne ne va pas mettre autant d'énergie que toi. À la fin de la journée, quand tu as ton propre projet, c'est normal que tu es la personne qui exactement là-dedans. Puis c'est fou ça parce que, tu sais, un conseil, j'ai notre co-host qui
Il était absent depuis une couple de temps. Shout-out Alexis. Oh, shout-out Alexis. On le salue d'ailleurs. Celle-là, il va la trouver drôle. Ben, c'est bon, on taquine comme ça. Mais un conseil, nous autres, la raison pourquoi il était là ici, ça, c'est juste une parenthèse. Des fois, je m'en vais dans des trous. Mais anyway, j'essaie de revenir assez rapidement. Il n'y a pas de souci. Fait que, la raison pourquoi il était ici, on échange bien. Fait qu'on a eu une conversation où est-ce qu'on parlait exactement de ce sujet-là. C'est que quand tu veux que quelque chose soit fait, il faut que tu le fasses toi-même. Moi, j'ai comme grandi de ça. J'ai été... La raison pourquoi je te demande ton erreur, puis je pense qu'on s'en va dans une même direction semblable, parce que moi aussi, un de mes plus gros projets entrepreneuriaux, quand je me suis lancé, je devais avoir autour de 25 ans, 24-25 ans. On était trop de personnes dans un projet. Fait que c'est qui le lead? C'est pour ça que je voulais voir, c'est qui le lead dans ça? Est-ce qu'il y avait peut-être des conflits d'ego qui se passaient derrière, ou est-ce que moi, je veux que ce soit comme ça? Non, il faut que ce soit comme ça, mais tu sais, c'est dans cette direction ça fonctionne. Puis j'ai connu cet environnement-là où est-ce que des conflits entre admettons, trop de chefs, pas d'Indiens. Pas assez d'Indiens, ouais, exactement. Ben, c'est sûr que comme, ce qui arrive, c'est que aussi, quand tu es dans une organisation puis les rôles sont un peu diffus, ben, c'est là que l'anarchie commence. C'est une anarchie à un certain niveau, tu vois un peu ce que je veux dire? So, c'est pas l'anarchie du monde, les gens vont... Mais certains êtres humains ont une soif secrète. Tu sais, maintenant, je le sais, maintenant, je cerne les gens qui sont dans mon entourage, mais certains êtres humains peuvent avoir une soif secrète, entre guillemets, de pouvoir. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je le dis maintenant, quand je suis avec quelqu'un, je travaille, c'est quoi tes ambitions? Okay. C'est quoi tes ambitions? Ça, c'est l'expérience. Elle dit, c'est quoi tes ambitions avant qu'on aille plus loin? Tu vois, ouais, puis tu veux prendre ma place? Fair enough. Pas de problème. Je préfère que ça soit dit comme ça, tu vois, puis que, on va travailler ensemble parce qu'éventuellement, moi, je suis une personne que j'ai beaucoup de projets, puis comme dans toutes les expériences de travail que j'ai faites, puis Dieu seul sait que j'en ai fait tellement, je suis tellement content. Là, j'avais fait 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est quelque chose qui fait partie de mon background. Puis moi, dans des expériences, je suis content. Je prends tout le jus qu'une expérience peut me donner, puis après, je passe à autre chose, puis j'en suis content, j'en suis fier, tu vois. Donc, tu sais, maintenant, quand je collabore avec des gens, je dis, OK, c'est quoi tes ambitions? Comme ça, on est clair. Il n'y a pas de problème. Tu veux prendre ma place? Pas de problème, on est clair. Je vais même t'aider à prendre ma place. Ouais, parce que quand tu vas vouloir prendre ma place... Je te donne les souliers. Ben, c'est parce que comme... Si tu veux progresser, si toi tu veux progresser, je vais progresser aussi. Là, je veux dire, ce qui ne progresse pas régresse. Donc, si tu veux prendre ma place, pas de problème. Moi, je vais vouloir aller plus haut. Si je peux aller plus. Puis, tu vois, ça, je trouve que c'est de la sagesse derrière l'expérience, les défaites, mais aussi comment on réussit à mettre l'ego de côté parce que j'ai des objectifs que je veux atteindre. Puis, assez souvent, puis on a des discussions par rapport à notre communauté, que parfois l'ego peut prendre le contrôle trop souvent. Vraiment? Puis, c'est un défaut que je trouve de ma communauté, juste pour la mettre de l'avant, que tout le monde veut, genre... tu sais, c'est comme... Pourquoi, genre, why would I scratch your back? Qu'est-ce que je gagne derrière ça? Ouais. C'est comme, il y a trop de, yo, tu peux-tu juste le faire? Moi, j'ai avoir ton back. Puis ça va dans des directions, puis comment tu l'expliques, c'est exactement comme, hey, moi, j'ai un objectif, je vais aller en haut, mais toi, tu as la formule. Ouais. Go for it. Ouais. Mais parce qu'à la fin de la journée, comme, je pense que les gens ont peur. C'est ça que je trouve un peu. Puis là, moi, j'ai beaucoup de changements dans ma vie qui a fait en sorte que aujourd'hui, quand je viens, je te dis real thing. Je n'ai pas à me cacher derrière quoi que ce soit. This is real. Ce que tu vois là, c'est moi. J'essaie pas d'être quoi que ce soit. Je suis un gars qui a de l'ambition, je m'en cache pas. C'est que je veux accomplir certaines affaires dans ma vie. Et puis, j'ai besoin d'être aussi entouré des gens qui ont le même état d'esprit, qui ont le sentiment de la gagne comme moi, qui ont le sentiment du hustle comme moi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que sinon, je vais régresser. C'est sûr. Puis là, l'importance d'où vient de s'entourer des bonnes personnes autour de toi. Puis on apprend ça avec l'expérience. Certainement. C'est fou. Puis il faut faire la distinction entre des amis, ton cercle d'amis directs qui sont prêts, qui vont toujours te supporter, ils vont toujours avoir ton back, mais vous n'avez juste pas la même, on va dire, idéologie professionnelle ou ambition d'aller cette direction-là. Ouais. Puis, dans un contexte où est-ce que les plus jeunes, moi, c'est un conseil que j'aurais voulu avoir. Puis, c'est bon, tu sais, vraiment quelqu'un qui est en direction, qui est en mesure de pouvoir partager ça, de, hey, sois un leader, respecte les autres, les idées des autres, puis continue de cette façon pour que tu puisses vraiment, tout le monde puisse gagner. Il y a du win-win. Exactement. Puis il y a aussi une situation en tant que telle, je veux dire, qu'il faut adresser, c'est que
Tu sais, quand t'es ami plus jeune, tu sais, t'as des amis que t'as depuis longtemps, t'as depuis un certain temps. Puis voilà, c'est des amis de la petite école, du quartier et tout ça. Mais plus tu vieillis, plus tes amitiés se font en fonction de tes intérêts. C'est vrai, On se va ça. dire. Et c'est ce qui fait en sorte que c'est le cycle de la vie, ça. Parce qu'évidemment, le gars que je suis aujourd'hui dans bientôt 32 ans, c'est pas le même gars que j'étais à 20 ans, tu vois. Non, pas. Et le gars que j'espère que le gars que je vais être à 40 ans va être complètement différent du gars que je suis aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en gardant les valeurs d'une certaine manière, mais que d'avoir évolué en titre d'être humain. Tu vois, donc, tu sais, il y a des gens souvent qui vont dire que, tu sais, il n'y a pas de business, tu ne fais pas la business avec tes amis. Ça dépend. Ça dépend si la personne va partager la culture de la gagne comme toi ou pas. Moi, je sais que je suis un gars que j'ai besoin des gars qui sont à côté de moi, qui vont me level up et je vais pouvoir level up. C'est plus une affaire d'un one-man show. Exact. Comment dirais-je, chacun peut être un leader dépendamment du domaine. Et même toi, quand tu es un entrepreneur, ben, maintenant, ce que j'ai appris aussi, c'est que c'est sûr que dans tous les cas, j'ai appris à déléguer. Mhm. Par contre, ce que j'ai appris au fil des années, c'est bien déléguer. Et avant de déléguer, tu dois quand même connaître Qu'est-ce que tu la délègues? situation en tant que telle. Tu ne peux pas être juste dans une situation puis dire comme ah, je connais rien de ça. Puis non, ce que j'ai appris, c'est que la comptabilité, que moi, pour moi, c'est pas mon fort, mais maintenant, je la comprends. Je la comprends assez pour connaître mes limites et le transférer à quelqu'un qui en devient expert, mais je la comprends. Puis Ce le qui veut dire que si questionner aussi. quelqu'un vient m'arriver et essaie de me passer une petite vide, ben, je peux pas parce qu'il peut pas parce que je la comprends. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et c'est ça l'expérience que ça arrive, c'est que tu vas t'entourer, tu vas devoir déléguer parce que tu n'arriveras pas seul, tu vois? Ouais, Mais en clair. vieillissant, on délègue mieux. Non, exactement. Puis moi aussi, tu sais, je suis fier tu sais, de. Comme les personnes qui sont ici dans le team Yellow Seat, quelque chose qu'on tous on a en commun. On se connaissait pas v'là 2 ans, je pense Ouais, pas. Un an, exact. un an, à peu près un an, 2 ans à peu près chacun. Mais on est tous tombés par hasard. Il y a du monde qui appelle le hasard. Moi, j'aime ça, le dire, destin. le destin. La loi de l'attraction. Exactement. Ouais. Il y a quelque chose, les fréquences, ils vont faire en sorte que, comme je te dis, j'ai déjà raconté comment chacun on s'est connus, puis tout. Puis ça fait qu'aujourd'hui, on avait des intérêts semblables où est-ce qu'on partage, on veut certains gains, puis tout le monde reconnaît qui tu es derrière ça, Mhm. dans quelle direction tu vas, puis... Et chacun dans leur lane. C'est ça exactement. qui est important. C'est que dans une situation, ça, je prends pas ça de moi, je prends ça de Benoît Chalifou, qui serait justement un très bel invité à avoir. Quand tu vas avoir un partenariat ou quoi que ce soit qui est intéressant, il faut que tu t'arranges pour que la situation soit synergique Win-win. pour tous. Elle Oui. soit gagnante pour tous. Parce que si on va dire, tu as toi, tu as besoin d'avoir une équipe, eux, ils ont besoin d'avoir un host. C'est ça. C'est ça. Et depuis qu'on est capable de chacun pouvoir, tu vois, il y a des spotlights là, donc chacun est en mesure de pouvoir trouver sa lumière à quelque part, Bang. ben, c'est là qu'on a un produit, puis on a un projet, puis on a une entreprise qui fonctionne. Puis j'essaie de développer ce projet-là comme étant un projet social, mais collectif. Dans mes grands arguments, où est-ce que je me vois devenir plus un leader, puis toi aussi, je le vois en toi, par ce que tu dis, c'est être cette lumière-là, où est-ce que, tu sais, il y a du monde qui a besoin de cette lumière-là, tu la suis, puis dans un créneau, tout le monde va gagner ici. Mhm. J'ai fondé ce podcast-là dans le but que tout le monde gagne. À la base, on s'est dit, tu sais, comment on peut se démarquer comme podcast? On dit, on va faire la promotion locale de produits locaux. Il y a des petites business qui ont des beaux produits, des bons services, puis tout, mais on ne les connaît pas. Il manque la voix derrière. Certainement. Si nous, ici, dans le podcast, on peut être cette voix-là pour certains, l'objectif est atteint. Certainement. Puis c'est pour ça, tu sais, vraiment, on pousse beaucoup à... On veut pousser le Québec. Puis, tu sais, des jokes que je faisais, j'ai fait un marathon de vidéos à un moment donné, puis je disais à tous les entrepreneurs que je rencontrais dans les vidéos, « Hey guys, tu sais quoi? Si le gouvernement, il va être contre nous, on dit dans tout ça, tu sais, les entrepreneurs, pandémie, puis tout. Mais tu sais quoi? On va relever l'économie entre nous. Ouais. On va faire circuler toute l'économie. J'ai payé tes services, tu vas payer mes services, tu vas aller dépenser ça chez quelqu'un local, ainsi de suite. On va faire la promotion de produits. Puis je pense que si on suit toute cette synergie entre nous, collectivement, on peut devenir une force qui, hey, OK, il y a un groupe de personnes qui veulent vraiment faire bouger les choses. Ouais. Parce que dépendre, on dit, d'un gouvernement qui t'impose des limites, des barrières, des coûts, des taxes, des ci, des ça. Là, je suis un peu dans la politique. Mais
je suis toujours à la recherche de la solution. Ouais, ben, parce que ce qui arrive, c'est que, tu vois, il y a quelque chose que je rentre très rarement, parce que je rentre très rarement dans le gouvernement, dans la question du gouvernement. Je t'explique pourquoi, parce que il y a un seul moment que tu peux parler au niveau gouvernement réellement et que tu peux dire ton mot, c'est une fois à chaque 4 ans, et c'est là que tu dois parler. C'est là que tu dois Dang, dire. vote, guys! OK. C'est là que tu dois parler, parce qu'après, on rentre dans un système que nous sommes socialement tous dans le même bateau, puis on doit avancer. Après, je ne dis pas que je ne revendique pas ce que je dois revendiquer. Mais là, actuellement, on est dans une situation où moi, je plains beaucoup les restaurants parce que je trouve que la situation est un peu particulière, elle est bizarre, elle est dommage, elle est triste, elle est cruelle pour certaines business. Et moi, je fais de l'événementiel, donc je le sais. Tu vois un peu ce que je veux dire? Mais en même temps, il y a un côté... Il y a le côté, tu sais, dans le collectif, il y a toujours le côté individuel. Le côté individuel, c'est que moi, je peux contrôler ce que je peux contrôler. Tu vois ce que je veux dire? Et dans ce côté-là, c'est que je vais essayer de divertir les gens puis de rester, out there pour que les gens savent que, quand il va y avoir quelque chose, quand il va y avoir une relance, parce qu'il va y avoir une relance. Ouais. Évidemment, il va y avoir quand il y a les vaccins, tu le prends pas, c'est ton affaire, mais les vaccins, là, il y a le déconfinement et tout ça. Ben, les gens, à un moment donné, peut-être des plus vieux, ils sont plus soucieux. Je sais pas si je veux vraiment aller, mais les plus jeunes, là, all out. Ils vont sortir, puis ils vont sortir en liesse, s'ils le font pas déjà. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, moi, personnellement, en étant dans l'événementiel, je sais qu'il va y avoir un retour du balancier. Le plan, quand il y a eu la pandémie, tant que tel que j'ai pu faire, moi, versus d'autres restaurants. D'autres restaurants l'ont fait aussi. Ils ont fait des take-out et tout ça. Est-ce que ça ramène autant d'argent? Non. Mais tant que tel, est-ce que c'est la manière que tu vas faire? Oui. T'es pas resté les bras croisés. Et tu t'es pas resté les bras croisés. Puis, il y a... comment ça s'appelle? Il y a Nick Inferno qui m'a dit ça, que j'ai quand même apprécié parce que il disait que, ben ça c'était au début de la pandémie, je suis pas sûr qu'il est encore d'accord avec toi aujourd'hui. C'est le propriétaire de Inferno, puis il a fait une compétition de Chef Canada. Bref. Puis lui, il disait que, justement, cette pandémie-là va nettoyer la business des restaurants. En voulant dire qu'il y avait trop de restaurants par kilomètre à Montréal déjà à la base. Oh, j'aime l'angle. OK. Et il disait qu'il y a beaucoup de... Puis le gouvernement donnait des permis de restaurants à gauche, à droite. Puis combien de restaurants... On voit beaucoup de restaurants qui arrivent, mais combien sont en mesure de perdurer après un certain temps. Une rotation, et de ce côté-là, je pouvais pas être... comment dirais-je? Je pouvais pas être en désaccord avec lui. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Tu vois? Mais actuellement, il y a une théorie qui ne changera jamais de Charles Darwin, que ceux qui vont avoir la plus grande force, la plus grande capacité de s'adapter survivront. Et c'est exactement ce qu'on voit actuellement. Oh ouais. Puis quelque chose que moi, quand j'ai vu cette pandémie, là, la pandémie est arrivée, j'étais dans ma trentaine, là, j'étais mature professionnel, OK. J'ai de l'argent qui rentre, mais c'était bon, regarde, c'est correct. Puis, pour moi, ça m'a comme réjoui un peu parce que là, je suis une personne, tu sais, vraiment, j'ai les théories économiques. J'ai été éduqué vraiment à comprendre le système économique, les courbes, aussi les tendances, comment ils fonctionnent. La dernière baisse, ça a été en 2008 avec la crise économique immobilière aux États-Unis que ça a juste fait ravage partout sur la planète. Le Canada a été assez smart pour une fois. Regarde, on est tellement genre... comment je pourrais dire? Ouais, on est souvent pointé du doigt, mais on est bien au Canada. Les gens parlent. Paradis ici. Vous n'êtes pas bien, guys. Allez ailleurs parce que moi, personnellement, je ne changerais pour rien au monde. On est bien. Ouais, mais non. Va au Nicaragua. Ben ouais, parce que, va au Nicaragua, bro. Non, mais c'est le côté que je trouve qui est un peu spécial aussi dans la question sociale. Puis on va revenir à ton truc. C'est ah ouais, mais tu sais, dernièrement, j'ai été acheter en consommation encore, là, mon Apple Watch. Et c'est un... Ouais. C'est un... ouais, je sais. Capitaliste. Je parlais à le marchand qui est maghrébin. Et puis qui me dit, ah, tu vois... Ah ouais, tu vois, je me suis jamais bien senti ici. J'ai dit, mais frère, là-bas, il fait chaud. Puis bon, t'as ton passeport. Vas-y, il n'y a pas de souci. Mais on va se dire les vraies affaires. Ici, on est bien. Puis d'autant plus, avec toute cette manière sociale.
J'étais aux États-Unis, là. Mes parents, étaient en voyage aux États-Unis. Bref, dans un condo, je vais les voir. Et puis, je m'en mets de l'essence. Puis, je passe voir je vais dans une station d'essence. Et là, cette journée-là, je sais pas, tu sais, des fois, on parlait de la loi de l'attraction. J'ai commencé à parler avec le gars, le piston. Donc, on parle, on discute, on discute. Puis là, il me disait que ok, le gars, la business appartenait à son père. Là, c'est à lui. Et là, il va peut-être avoir des enfants. Puis ça va être ça. On va le passer. Et c'est là que je disais, ah, mais tu vois, nous, au Canada, c'est quand même quelque chose qui est quand même spécial. Tu sais, tu peux vraiment être un gars qui est peut-être dans la rue ou quoi que ce soit. On t'aide quand même socialement, mais on t'aide quand même financièrement au niveau social. Puis aussi, si tu peux mettre un peu d'argent de côté, tu peux aller faire un 2EP dans une école d'adultes. Puis comme 1 an et demi, 1800 heures après, là, tu passes d'un revenu de 5 000 $ par année, 12 000 $ par année à 40, 50, 60 000, 70 000. Tu sais, qu'est-ce que tu viens de dire? Un DEP électricien. Du bread. Mais c'est fou. Mais qui peut... Tu sais, là, tu payes un 2EP, là. OK? 300, 400. Disons que je fais 400 avec ton équipement, là. Puis 4 ans après, tu peux faire 50, 60 000 par année. 70 000. Comme... Non, mais en voulant dire que comme... Oui, good, man. En voulant dire qu'on est bien ici. On est très bien. On n'aime pas se le dire, mais on est bien. Tu vois? Mais c'est un peu pour aller dans la même idée que toi, là. J'essaie de revenir dans ce que je disais, la courbe, boum. Les cycles économiques, quand j'ai connu ça, je me dis comme, OK, la courbe, dans mon cours d'économie, ça fait ça. Puis quelque chose que j'ai appris des lois physiques, quand tout ce qui descend remonte. Fait que là, on vient de, boum, frapper une baisse. Vraiment un rock bottom. Ouais. La pandémie, elle a juste fait un bon reset. Tu sais quoi? On fait un reset. On est dû. Parce que techniquement, quand je voyais les cycles, comment on m'a appris, ça se passe à chaque 7 à 8 ans. Fait qu'à chaque 7-8 ans, ça fait ça. Puis là, on était comme dû depuis 2016. Fait que la bulle, la courbe, elle fait juste monter 2016, 2017, 2018. Je suis comme tu commences à poser des questions. C'est quand qu'elle va crash? Elle doit crash. Mm-hmm. Elle doit crash. Ça, c'est impossible que ça Ouais. c'est infini. 100%. Elle a crash d'une façon imprévoyable que la dernière fois, on a vu quelque chose comme ça, c'était, là, 100 ans, la grippe espagnole. Puis boum. Fait on hit, puis moi, j'étais trop jeune et pas assez professionnel en 2008 pour pogner vraiment la vague. Alors, je comprenais pas ce qui se passait. J'étais trop jeune, genre, dans la fin, genre, j'avais 18 ans, 19 ans. Mais je me suis marqué en tête, comme, tu sais quoi, la prochaine fois qu'il va y avoir une vague comme ça, moi, j'embarque dans cette vague-là. Mm-hmm. Puis quand cette vague-là est arrivée, moi, j'ai ouvert vraiment, boum, le studio, on a lancé un studio. Là, le studio, le podcast est en ascension. Moi, depuis que tout ce qui est arrivé, j'ai juste vu, genre, mes revenus augmenter, tout va bien, là, je peux investir, là, je suis comme, et là, t'es smart, t'es comme, boum, yo, moi, je prends cette vague-là, I'm getting it. Exactement, parce que ce qui arrive, c'est que, puis c'est prouvé, hein, que c'est suite aux crises comme ça qu'il y a beaucoup, parce que, c'est drôle, hein, ça, c'est Lost qui dit ça dans sa chanson Psychotroc, là, il dit le manque m'a fait devenir créatif. Et c'est exactement ça, un peu, tu vois un peu ce que je veux dire? Cette situation, même pour moi, je me suis rendu compte à quel point on a bend, hein, tu sais, avec le COVID, on a bend, but we didn't break, tu vois. Ouais. Et ça nous a mis dans une certaine situation, du moins ça m'a mis dans un état d'esprit que non, il y a des bonnes choses qui doivent sortir. De toute manière, dans tout, il y a toujours un... même une montre brisée indique l'heure 2 fois par jour. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dans toute situation, il y a toujours un autre côté que tu peux regarder la chose. Et puis voilà. Donc, pour moi, un peu comme tu dis, c'est une situation que on doit assumer, on doit écoper, on doit prendre ce qu'on doit prendre, mais on doit aussi voir l'horizon qu'il y a des trucs positifs dans ce genre de crise comme ça. Exactement. Tu sais, puis moi, qu'est-ce qui m'a inspiré, c'est voir les études de cas qui s'est passé. C'est quoi les entreprises? Il y a plusieurs entreprises qui sont nées à la suite de ça parce qu'il y avait des adaptations à faire. Admettons, je donne un exemple, puis c'est ça que je veux beaucoup orienter l'éducation de personnes plus jeunes, puis aussi comment qu'on essaie de voir les opportunités. Admettons, c'était la crise immobilière, c'est que une business qui est née, Airbnb. C'est qu'il y avait des espaces, le monde, j'avais des hypothèques à payer. Je ne peux plus payer, j'ai des pièces disponibles.
Si je peux les rentabiliser, ne pas vendre ma maison, ne pas perdre mon hypothèque. Airbnb est venu, ils ont vu des opportunités, bam. Puis qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé une nouvelle expérience, une nouvelle habitude, comportement qui s'est passé auprès de l'humain. 100%. Uber est né derrière ça. 100%. Parce que les besoins avaient shifté, parce qu'on est devenu, on n'avait pas brisé, mais on avait plié. Ouais, on avait plié, mais on n'avait pas brisé. Et exactement, ce sont des deux entreprises, comme la plupart des entreprises qui sont issues d'une situation malheureuse, qui faire sortir les besoins. Là, actuellement, on est dans la même chose au niveau social, dans la même chose au niveau économique. Cette situation-là a exposé des problèmes que maintenant, on est conscient des problèmes. Et pour pouvoir trouver des solutions à un problème, il faut en être conscient en premier lieu. Donc, tu vois, on est dans cette situation-là actuellement. Si on parle de problèmes, si on parle de problèmes actuels, actualité en ce moment, je ne sais même pas si je devrais aller dans cette direction-là, parce que aussi, quand tu m'as invité, admettons, à embarquer sur... Okay, on a fait l'œil du dragon, puis après ça, automatiquement, je suis invité dans ton show. Comment dirais-je? J'ai vu ça apparaître dans mon calendrier, je suis comme, what is that? It's like, okay, I guess I'm in. Fait que, honnêtement, puis tu vois, moi, c'est mon style, je suis comme, alright, fuck it, let's go for it. Fait que là, j'ai commencé à voir vraiment quelle direction, puis j'avais quoi? Je me donnais genre 4 heures là, de préparation. Ouais, ben on est... Mais c'est correct. Moi, je suis comme, OK. Faut qu'on puisse s'adapter, c'est ce que je disais tantôt. Les gars s'adaptent, là. Fait que, puis là, on est rentré dans un sujet qui est chaud en ce moment. Mais la même façon que il y a eu des adaptations qui sont passées, on va dire, dans la crise. Maintenant, il y a une nouvelle crise. Puis là, il y a des nouveaux... Il y a des... Tu sais, les problèmes genre sociaux qu'on a, qu'on laissait passer, mais maintenant, c'est comme ça commence à shifter. Ouais. Le Black community, en ce moment, il commence à avoir du bruit solide. Puis j'écoutais un podcast, ça c'est drôle. Dans le podcast, il y a un des hosts, il est indien. Puis il disait, tu sais, en ce moment, là, genre, on dit un NBC, un Fox, ils n'ont pas le choix d'avoir un show avec une diversité dedans. Parce que sinon, tu vas te faire frapper avec la carte de diversification. Certainement. Puis, ce show-là, tu ne peux pas le cancel. Parce que si tu le cancel, tu vas passer sous la carte de diversification. Fait que là, tu dois y donner deux saisons. Ouais. Puis on est rendu là où est-ce que, OK, boum, OK, notre communauté est là, puis on peut commencer à faire du bruit. Puis c'est là qu'on est embarqué dans ce sujet-là. Comment tu vois cette situation-là? Tu sais, c'est comme... Est-ce que tu penses c'est en train de déraper? Est-ce que tu vois que la solution s'approche avec... Ben, c'est parce que... On rentre dans le social, là. Ouais, ben... Écoute, je pense qu'il y a un éveil social, puis c'est un éveil pour tout le monde. Moi, personnellement, j'ai un éveil parce que, tu vois, je viens d'une mentalité... que j'ai beaucoup été élevé dans l'élitiste, tu vois. C'est sois le meilleur, puis tu n'auras pas de problème. Grosso modo, c'était ça. OK. Et puis, ça va loin, là. Tu sais, je veux dire, des fois, les Haïtiens, nous avons tendance à avoir juste pour aller dans les prénoms, là, on peut avoir, tu sais, il y a beaucoup d'Haïtiens qui portent un plaisir à faire des mix entre le nom du père et de la mère pour comme créer des noms, tu vois, parce que je veux dire, là, les Haïtiens reconnaîtront. Moi, mes parents, là, ils ont dit, OK, déjà, ton famille, c'est Kenol. On va mettre les noms les plus standard possibles pour ne pas avoir de problème. Donc, Alexandre, Béatrice, voilà, c'est réglé. Tu vois ce que je veux dire? Et la mentalité commence par là. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai toujours été élevé comme ça en faisant dire que même si je voyais des situations qui étaient un peu particulières, ben, j'apprenais, ou des situations de racisme d'une certaine manière, la manière que j'ai appris, c'est OK, on va en discuter, on va se faire la plainte, mais Alex, on va faire la plainte, mais ignore-les puis sois meilleur. C'est un peu comme ça que j'ai été vécu. Parce que mon père, par exemple, là, depuis, ça fait 40 ans qu'il est ici et ça fait 40 ans qu'il est dans l'antichambre entre le Canada et Haïti, tu vois. Donc, il a quitté Haïti, mais il est encore dans l'antichambre canadienne. On va dire qu'il est bien, mais c'est quand même un étranger qui n'est pas chez... Alors qu'il a passé plus de temps ici que comme il en a passé en Haïti, là. Mais cette situation-là fait en sorte qu'il est toujours l'invité. Il est toujours pas l'invité, l'étranger. Donc,
ah non, il ne faut pas qu'on fasse trop de bruit avec ça, il ne faut pas qu'on fasse trop de bruit avec ça. Je donne un exemple. Quand il y a eu la marche, c'est la première marche, là, moi, j'ai voulu y aller. Je dis, OK, il faut que je supporte, d'autant plus maintenant, avec mon fils, je prends plus de considération. Parce que mon fils, ce qui est quand même spécial, c'est que, qui est métisse, sa mère est blanche, ben, physiquement parlant, il sera, il sera toujours noir, il ne sera jamais blanc. Si tu le regardes, parce que nous, qu'on va voir qui est métissé, on va dire qu'il est noir. Tu vois ce que je veux dire? Mais on ne pourra jamais dire qu'il est blanc. Donc, déjà là, à la base, c'est vrai, ça met les choses en perspective que, OK, ben, puis il est né ici, là. Puis moitié québécois. Je veux dire, donc, je veux pas qu'il vive ce sentiment-là que moi, j'ai eu. Puis, donc, moi, je voulais faire la marche. Et là, mon père, ma soeur et moi, on est allés dans une argumentation parce que ma soeur, elle est un petit peu plus, elle est moins hors la loi que moi au niveau des parents. Et mon père, on était dans une discussion par rapport à, non, Béatrice, tu n'as pas à aller marcher. Là, j'ai dit, mais pourquoi? Je dis, mais bien, si tu veux marcher, va marcher. C'est quoi cette affaire-là? Ma mère, ma mère, c'est une redneck, là. Si elle pouvait marcher, elle aurait marché des kilomètres là, pour la course, tu vois? Mais le COVID l'a laissé à la maison, c'est peut-être une bonne chose aussi. Donc là, ce qui arrive, c'est que mon père était comme, il s'énerve. On a eu une discussion parce qu'il a dit, oh, mais t'es avocate, tu ne dois pas aller là-dedans. Là, moi, j'ai pété. Mais qu'est-ce que tu racontes, papier? Parce qu'elle est avocate, elle n'a pas besoin d'aller là. Parce que si elle n'a pas le droit de revendiquer ce qu'elle est parce qu'on lui a donné le papier. De un, ce papier-là, elle a mérité. Puis de deux, je disais ça comme ça, papi, toi, si tu veux te comporter en immigrant, alors que ça fait 40 ans que tu es là et que tu as ta citoyenneté, c'est une chose. Mais Béatrice et moi, on est nés ici, chez nous ici. Quand on s'en va à l'autre bord, on est comme des étrangers, on est Canadiens. Oh ouais, vous êtes immigrants là-bas. Là. Donc, je suis né ici. Donc, si Béatrice, elle veut revendiquer, elle a le droit. Puis d'autant plus, c'est une voix. Elle fait partie d'une... Toutes les professions ont leur respect. On se veut dire. Ouais. Par contre, être avocate, bon, voilà, elle a un droit de parole. Donc, avant cet été, avant tout ce qui s'est passé avec George Floyd, j'étais encore dans cette mentalité-là d'élitiste que si tu veux qu'on se fasse connaître, on se fasse recognize, tu dois être le meilleur. Et c'est comme ça que j'ai été toute ma vie. Malheureusement, c'est pas ça la vie. Parce que moi, j'ai peut-être cette capacité-là à pouvoir relever certains défis, mais peut-être que mon fils ne l'aura pas. Tu vois ce que je veux dire? Puis la manière qu'on voit tout ce qui est question de racisme et social, c'est que mon fils, par exemple, il a le droit d'être normal, puis de faire toutes des affaires tranquilles, puis pas être aussi ambitieux que son père. Il a le droit. Mais en étant comme ça, il doit avoir autant de chance que le gars qui est à côté de lui, peu importe le gars, il ressemble à quoi. C'est ça l'idée sociale qui a fait en sorte, qui a changé cette idée et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, la conscience, comme je disais tantôt, pour pouvoir chercher une solution, il faut reconnaître un problème. Exact. On est encore dans la situation actuellement qu'on commence à avoir un éveil à reconnaître qu'il y avait un problème. Donc, par le fait même, éventuellement, il va y avoir des solutions. La seule chose, c'est que dans des situations comme ça, comme une situation de crise où tout le monde va à gauche, à droite, mais on se rend compte qu'il y a des gens qui ont leur agenda. Donc, on se dit que, ils sont là pour la communauté. D'ailleurs, on a souvent le réflexe de dire la communauté noire, ce sont les communautés noires, parce qu'il y en a plusieurs, et il n'y a pas tout le monde qui pense de la même manière, ce sont passants. Et le problème ne va pas être sur le fait, le fait d'avoir un certain éveil. Le problème va être dans la division que ça va créer au sein des communautés noires par rapport à comment tu penses. Et d'autres, de l'autre côté, vont voir ces divisions-là comme une manière de montrer que, vous voyez, on est là pour eux, mais même eux ne s'entendent pas. Et c'est là le problème. Oh ouais. Non, c'est tellement genre une problématique qui est pas évidente. Je vois l'éveil, puis je commence aussi plus à m'impliquer. Pareillement, regarde, moi, j'ai eu ma dose de discrimination, comment j'ai grandi, puis je suis une personne qui passe à l'action, qui essaie de trouver des solutions. Fait que quand j'ai eu des périodes que j'étais discriminé pour qui suis-je, pour mon apparence, ma solution était de comment je peux faire mieux de qu'est-ce que les autres porteraient. Comment je peux essayer de bien paraître, parce que tu me dis je suis pas capable, je vais le faire. Ouais. Puis,
où est-ce que, je me rends compte de certaines choses, c'est que il faut, genre, il y a comme une éducation qu'il faut commencer à avoir de plus en plus Ouais. sur, sur la problématique. C'est un peu vague, tu sais, comment je le vois. Ben, tu me corrigeras, mais parce que ce qui arrive, c'est que ce que j'ai dit, tu es vraiment pas, on est très similaires. Genre, on va montrer qu'on est capable, on va Ouais. montrer qu'on est mieux. Mais ton enfant, il va peut-être pas avoir ce caractère-là. Puis ton enfant, s'il veut être normal, ben, il a le droit d'être normal, puis en étant normal, avoir les mêmes chances que n'importe qui. C'est ça la situation. Selon moi, dans mon livre à moi, la situation de racisme et tout ça, c'est le fait que tous les gens qui sont ici aient la même chance. La même chance. Donc, tu appelles ça équité, égalité, peu importe. Moi, je vois ça comme étant. Puis, honnêtement, c'est ça. Parce qu'au départ, moi, ça a toujours été ma manière de penser, c'était je vais être le meilleur dans ci, je vais être le meilleur dans ça, je vais leur prouver, je vais leur ci, je vais leur ça. Puis, c'est comme ça que j'ai été vécu. Puis, mes parents m'ont endoctriné comme ça. Tu vois? Et en vieillissant, ben, je me rends compte que. Tu sais, puis ça va encore dans ce que je te disais au niveau de l'entreprise, là, que comme il faut que tu connaisses les ambitions des gens, puis il faut que tu connaisses les gens jusqu'à où ils peuvent aller, tu vois. Mhm. Moi, maintenant, je sais que je suis capable de me bûcher, puis d'aller à la guerre, mais il faut que je regarde si derrière moi, les gens ont la même énergie, la même motivation que moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est un peu ça, la situation. Tu sais, moi, quelque chose que j'ai réalisé, puis encore là, c'est pourquoi je pousse beaucoup vers l'éducation. Parce que je me dis, si on peut éduquer le plus de monde possible à trouver les bonnes solutions, peut-être on va arrêter de tout le temps, genre, voir la problématique comme problématique. Je prends un quote, meme, Jack Sparrow, Pirate des Caraïbes, que moi, ça m'a marqué. Le meme, si vous le connaissez, ça dit le problème, c'est pas le problème. Le problème, c'est ton attitude face au problème. 100%. Puis, admettons, je vois des posts sur Instagram, des trucs, puis admettons, quelqu'un avait mis un post, puis il dit comme, les entrepreneurs noirs ou de diversité, tu sais, c'est comme ils ont plus, c'est plus difficile pour eux d'aller chercher, on va dire, du support, des ressources pour lancer des entreprises. Je commence à lire les commentaires, genre, je me perds dans ce trou-là, là. Puis je commençais à voir, tu sais, les personnes, c'est exactement, tu sais, c'est comme, je trouve que les commentaires, c'est tout le temps, on nous donne aucune chance, on nous fait comme si, tu sais, c'est tout le temps comme, mais c'est quoi la solution que vous avez? Puis je tombe sur le commentaire d'une jeune femme noire, puis elle écrit, tu sais quoi, il faut juste être capable de fouiller, tu sais, elle parlait aussi, elle avait la même orientation d'éducation. Puis moi, quelque chose que j'ai réalisé avec mon expérience, c'est que où est-ce qu'il faut aller chercher plus d'éducation auprès de nos communautés, c'est que c'est pas nécessairement que c'est plus dur pour chacun avoir des ressources, du financement, mais je pense que c'est le savoir de où est-ce qu'ils sont ces ressources-là pour aller chercher ce financement-là. Parce que je prends moi comme exemple, j'envoie mon CV, j'envoie mon rapport, boum, tu vois, mon nom, Rinaldo Mendoza. Déjà là, tu sais déjà que je suis brun, je suis immigrant, je suis latino, je parle espagnol, puis tu peux déjà me juger par ça. Mais dans mon cas, j'ai toujours été une personne fonceur pour aller chercher qu'est-ce que je voulais. J'ai été refusé, admettons à l'école, j'ai été refusé au HEC. Ah non, malheureusement, votre candidature a été rejetée, vous ne pouvez pas rentrer à l'université. J'ai écrit une lettre pour refuter. On m'est revenu avec une réponse comme OK, vous avez mis lumière Situation. à votre situation, vous avez été accepté. Pour moi, ça a fait de mon bonheur. Mais je me dis, comme dans combien des cas, admettons, les personnes vont pas avoir ce réflexe-là Ouais, de donc, refuser? les gens vont être défaitistes, mais en même temps, c'est là que je peux comprendre, entre guillemets, parce que je ne suis pas comme ça. Je suis dans la même lignée que toi. Mais encore une fois, c'est une vision élitiste, tu vois, de ben, continuer à foncer, puis tout ça, tout ça. La vérité, c'est que les gens ne sont pas tous comme ça. Et la vérité, c'est que on peut essayer de les pousser à dire, ben, fais ci, fais ça, tu dois montrer ta motivation, tu dois montrer, peu importe comment tu veux le présenter, la situation au niveau de la cause sociale, au niveau du racisme, c'est qu'à la base même, ben, quelqu'un qui aurait été dans la même situation, en tant que tel, qui a envoyé le courriel, puis bon, peu importe le nom, doit avoir la même évaluation. C'est ça Mhm. l'affaire. C'est ça le truc. Tu sais, toi, tu as eu ton nom, tu te dis, hein, pourquoi ils me disent non, et tu as été faire tu sais, je veux dire, good for you, j'aurais fait la même chose. Tu vois? Parce que, on va dire, ben non,
on va montrer, on est capable, on a ce caractère-là, tu vois ce que je veux dire? Mais en vieillissant, c'est ça que je me suis rendu compte. Des gens, pourquoi je mets beaucoup d'accent sur l'entrepreneuriat, c'est que l'entrepreneuriat vient avec le mot courage. Tu n'as pas le choix. Parce que tu fais le choix de ne pas être confortable. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et plus tu as de courage, plus tu sais que tu as beaucoup amusé, plus tu es beaucoup plus actif d'une certaine manière sur ta situation pour pouvoir avancer et beaucoup plus conscient. Tu vois? Et si tu es plus conscient, ben à ce moment-là, ben, on va créer, ou du moins en créant des entrepreneurs, ça va créer des gens qui vont être fondamentalement plus engagés. Et si tu es plus engagé, ben, à ce moment-là, ben, il y a un effet qui fait en sorte qu'on est reconnu parce que ben, il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup d'argent qui se fait dans ces communautés-là, ce qui fait en sorte que des gens qui n'ont peut-être pas cette force-là, à cause qu'il y a des gens qui ont fait cet effort-là, il y a des gens qui vont être pris à la normale, comme ça doit être pris, parce que, justement, tous ceux qui veulent vivre dans cette société-là doivent avoir la même chance et qu'ils se retrouvent dans une situation que c'est juste pour tout le monde. C'est un peu pour ça. Et je pense que le fait de mettre de l'énergie au niveau de l'entrepreneur, tant que tel, de l'entrepreneuriat, c'est ça qui va faire en sorte que nos communautés diversifiées vont être beaucoup plus prises au sérieux et qui va faire, en bout de ligne, toute la différence. Je suis d'accord avec ça. Puis moi, ce que je vois comme avenir pour nos communautés, ça serait d'être dans une position où est-ce qu'on a plus de leadership. Moi, je vois ma communauté 100%. avoir plus de contrôle sur de position sur où est-ce qu'on est. Mais sinon, toi, entre autres, admettons, comment tu vois l'avenir de tes projets? Où tu te vois évoluer dans tout ce qui se passe? Parce que, regarde, tu es impliqué sur plusieurs choses. J'aime ce que tu fais avec la philanthropie. Merci beaucoup. Ben, en fait, là, du moment où tu es en santé, puis que tu as un toit, puis que tu peux manger, tu n'as pas le choix d'être dans une situation qu'il faut que tu sois philanthrope, selon moi. La seule différence, c'est que j'ai peut-être commencé ça trop jeune dans ma vie. En voulant dire que j'étais pas... Ben non, pas que j'ai commencé trop jeune. J'ai peut-être donné plus que je pouvais en donner. Tu vois un peu ce que je veux dire? Parce que mon père me dit toujours, la charité bien partagée commence par soi-même. Ce qui veut dire que tu dois être en mesure de pouvoir donner pour donner, right? Parce que sinon, si toi, tu es en manque, tu vois ce que ça veut dire? Tu ne peux pas donner. Ouais. Tu n'es pas bien aligné. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, mais c'est sûr que j'ai toujours été une personne qui a été conscient de la... C'est juste ma clique d'amis. Là. Je veux dire, ça a l'air de rien, mais ma clique d'amis, les gars avec qui j'ai grandi, je suis comme le seul, ou du moins un des seuls, sur peut-être une dizaine de gars, qui a grandi avec mon père et ma mère, qui gagnaient bien leur vie ici. Ben déjà là, moi, je voyais quand des fois j'allais chez mes amis, là, on n'avait pas la même réalité. Là. Mais pourtant, ça n'a jamais joué un rôle. J'ai toujours été même humble là-dedans et reconnaissant par rapport à ça. Et mes parents aussi, hein, ils m'ont élevé comme ça aussi. Hein. Donc, c'est toujours quelque chose que redonner, c'est toujours quelque chose qui a fait partie de moi. Puis au niveau de... J'ai plusieurs projets, évidemment. J'ai mon entreprise Geek que je mets beaucoup de sang là-dedans, beaucoup d'énergie. C'est de l'événementiel, c'est la stratégie marketing, c'est aider des entreprises à se faire connaître. J'adore ce que je fais. Je pense que je suis très content d'avoir des clients. Même parmi la pandémie, on a pu en avoir. Puis c'est comme une entreprise qui me permet de faire un peu... j'aime bien dire un peu faire n'importe quoi, mais pas n'importe comment. Là, on va dire qu'on a beaucoup de facettes. Tu sais, on a comme un client comme de faire un événement, comme un client une stratégie pour un lancement, une stratégie pour un lancement de produit, de la communication, ce que j'ai appris à faire aussi, un plan de communication, plan de réseaux sociaux, stratégie, aller chercher des commanditaires, aller chercher des partenaires, être partenaire de la bonne cause pour l'entreprise en question. Donc, faire une production vidéo aussi également. Ça, c'est plusieurs choses. Puis là, vraiment, je suis dans l'optique d'aider. Là, on travaille sur un produit qu'on va lancer éventuellement, là, que je me gaverai je reviendrai ici pour en parler un peu plus, mais quelque chose qui sera un outil pour aider le domaine événementiel au complet. Donc à ce niveau-là, bon, je pense que l'avenir, du moins, je vais tout faire pour avoir un avenir, continuer à avoir un avenir prospère et intéressant au niveau de Geek. La philanthropie, ça fait partie des missions de Geek et ça fait partie de ma mission personnelle aussi. Donc, au moment que je vois que je suis bénéficiaire, là, actuellement, on est dans une levée de fonds au niveau de la Fondation Sainte-Justine.
je le fais de mon cœur parce que je passais par là avec Fondation de Saint-Justine avec mon fils. Tu sais, avant, il y avait le bal de Saint-Justine. Puis quand Ouais, c'est ça que j'ai vu, ouais. je voyais ça, le bal était $300. Je disais, c'est quoi ça, cette affaire-là? Tu vois, ça veut dire, maintenant, je te garantis, comme en ayant passé par là, puis en devenant parent, comme j'achèterais le billet 2 fois, même si je ne me présenterais pas là. Juste pour te dire à quel point que il mérite tous les sous. C'est pas toutes les fondations qui font bien les affaires, mais la Fondation Saint-Justine mérite tous les sous qui sont attribués à eux. Donc, à ce niveau-là, au niveau affaires, c'est ça. C'est sûr que je suis impliqué avec beaucoup de trucs avec Geek, ce qui fait en sorte que je touche beaucoup de choses. La CEDEC de Montréal-Nord, ça, c'est l'optique d'aider la jeune génération d'entrepreneurs. Et là, j'ai 2 chapeaux. J'ai un chapeau qui est entrepreneurial, puis un chapeau sportif. Là, j'ai été nommé sélectionneur de l'équipe nationale haïtienne. La plupart des joueurs sont au Canada. C'est pour ça que le projet est expatrié et que j'ai accepté le poste. Et puis, on a un défi d'aller faire une bonne prestation, voire même essayer d'aller chercher une qualification pour la Coupe du Monde. On part au Guatemala du 3 au 9 mai prochain. Et on sait que si toutefois il y a une belle prestation qui est faite, c'est quelque chose qui va redonner un sourire à un pays un pays et à des diasporas qui en ont grand besoin actuellement. Ouais, en ce moment, j'ai vu... Puis je suis moins éduqué, mais c'est noble. J'ai vu qu'il y a quelque chose qui se passe en Haïti avec tout ça, là. Ouais, ben en fait, c'est qu'il y a, il y a une situation politique qui fait en sorte que, selon les livres, le mandat du président devait se terminer le 7 février 2021. Mais bon, selon lui, ça terminait le 7 février 2022. À cause de la pandémie, j'ai j'ai tiré ça. Je sais pas si tu as utilisé ça comme situation. Et ça crée beaucoup d'instabilité. D'instabilité au niveau de plusieurs niveaux. Et puis, les gangs de rue sont très présents actuellement. Puis, honnêtement, tu ne sais pas de... Il y a les gangs de rue qui sont très présents. La police en fait, les gangs de rue sont mieux armés que les policiers. Oui, ça, c'est un autre débat. Mais la situation n'est pas nécessairement facile. Et nous, à titre de diaspora, puis avec ce projet-là sportif, on va essayer d'amener le sourire ou d'apaiser d'une certaine manière la situation. Alexandre Kennel, le grand homme avec les grands projets, ça, c'est beaucoup de choses. Je vois un bel avenir pour toi dans tout ce que tu fais. Puis, tu sais quoi? C'est bon aussi, je pense qu'on va définitivement continuer à parler sur d'autres orientations parce que il y a des projets ici, on est une machine à projets. À toujours essayer de sortir quelque chose de nouveau. Puis c'est le fun d'être dans une position où est-ce que tu peux te permettre de faire ces actions-là, ces activités-là. Puis tu sais que ça va aider d'autres personnes en retour. Certainement. Je pense qu'on est rendu là. Mais entre autres, tu sais, c'est bon de continuer vraiment tout ce que tu fais. J'encourage beaucoup ça. Puis c'est pour ça que je trouvais ça nice que tu viennes ici. Je voulais en parler. Je voulais qu'on rentre dans ces détails-là. Puis de comprendre, tu sais, c'est quoi les prochaines étapes. Peut-être une dernière chose, peut-être que je pourrais finir, comme j'avais mentionné, le Groove Station. Comment ça marche, ça? J'ai vu que tu as animé ça, puis j'ai vu d'autres personnes aussi animer ça. C'est-tu un studio qui est loué? Ouais, le Groove Station, en fait, c'est un channel média, en fait. C'est un channel qui veut mettre à l'avant-plan des émissions, des initiatives musicales, artistiques, de divertissement sur leur page YouTube et leur site Internet. Donc, moi, quand j'avais le truc, comment dirais-je, on m'avait proposé de le faire sur mon site à moi, lancer un YouTube channel et tout ça. Je n'en voyais pas la pertinence au point où on en était. Je pense que ce que j'avais besoin de faire, c'était de faire connaître, comment dirais-je, et c'est arrivé à Groove. Groove, me permettait d'avoir cette plateforme-là, ce studio-là, coproduire l'émission. Et puis, lorsqu'on m'a proposé, on s'est assis, puis j'ai vu les gars derrière Groove, et moi, je suis un gars qui achète l'humain à la base, donc j'ai vu ce qu'ils essaient de faire, que c'était professionnel, c'était bien. C'est aussi des gars qui sont... Jean-Marie Lusigno, surtout Lusigno, ça fait 10 ans qu'il fait ça, issu de la communauté, mais qui fait des belles affaires, nous fait bien paraître. Je trouvais que le projet est intéressant. Et c'est là que je me suis dit, vous savez quoi, je vais m'impliquer avec vous. J'aimerais ça que l'émission soit sur la plateforme.
et voir quels seront les autres projets qui pourraient se faire. Je trouve que il n'y a pas beaucoup de... Il y a des médias, il y a des médias qui... il y a les grands médias, mais je pense qu'il y a d'autres, les médias plus indépendants, ils doivent être aussi encouragés parce qu'il faut que l'information puisse venir de, tout, de tout endroit. Et puis, il faut faire en sorte que tout le monde puisse avoir un endroit où écouter et se reconnaître dans le message de l'interlocuteur. Mhm. Et puis, Groove Station, c'est arrivé comme ça. Et puis, on a commencé une collaboration. Et puis, j'espère qu'elle va perdurer dans le temps. Non, c'est bon, c'est nice. Ben, puis c'est la même chose aussi de cette direction-là. Bâtir un channel, bâtir une voix. Parce qu'on dirait que on a une position où est-ce on peut maintenant comme dominer les médias. Comme, on peut avoir un channel, puis je vois, genre, j'ai découvert toutes sortes de personnes aussi avec des channels, avec des voix qui ont de la force. Puis, il va y avoir les médias traditionnels, les grandes chaînes, mais quelqu'un qui a du bon pouvoir, qui a vraiment, comment dire, un channel comme celui-là, on peut pousser un autre message, une autre narration que les personnes y négligées dans les nouvelles. Tu sais, c'est... 100%. Puis, en plus de ça, pour faire du pouce sur ce que tu dis, c'est que il faut avoir des angles de vue différents. Comme il faut. C'est ça qui est important. Parce que une situation qui est racontée là, comme toi, disons qu'on vit une situation. Il y a trois angles à cette situation-là. Toi qui vas la raconter, moi qui va la raconter, et l'autre qui va écouter. Donc, dans la même optique, c'est souvent ce qui se passe au niveau dans les médias mainstream. C'est la même manière de dire des choses et tout ça. Tandis que, et on a vu pour plusieurs situations sociales, ce sont des plus petits médias, surtout par exemple avec Mamadi Camara, si on peut donner par exemple. Ben, ce sont des plus petits médias qui ont révélé la vérité versus des gros médias. Ah ouais. Donc, on a besoin, tout le monde a sa tarte, tout le monde a son morceau de tarte qu'il doit cultiver, qu'il doit avoir. Et puis, c'est ça qui va faire en sorte qu'on est en mesure d'avoir plusieurs angles sur une situation parce que la vie, elle est comme ça. Puis, toi, tu peux voir un 6, moi, je peux voir un 9. C'est ça la vie. C'est intéressant, c'est comme tu dis, parce que le petit média, il commence à prendre la force. Ouais. Ça commence à devenir, tu sais, lentement un petit mastodonte. Parce qu'admettons, on prend l'institution Camara. C'est qui l'animateur qui a donné sa démission? Bon, le fou du roi, là, tout le monde en Exactement. parle. Ouais. Ça, c'est juste voir le pouvoir de vraiment. T'as fait une joke déplacée, mais regarde, yo, c'est comme, à un moment donné, le peuple commence à avoir le contrôle. Exactement, exactement. Puis ben, à la fin de la journée, bon, il a fait une erreur, puis il a quitté pour lui-même, puis tant mieux pour lui, entre guillemets, tant mieux pour Tim. Au moment où une personne reconnaît ça, puis il quitte, je pense pas qu'il a fait ce qu'il avait à faire, et puis voilà. Mais en même temps, ça dit à quel point que toutes les situations d'indignation maintenant vont être rapportées. Ouais, c'est bien. Puis, c'est bien, mais à la fois, je. Moi, mon plus gros genre dilemme que j'ai dans tout ça, c'est parce qu'il y a comme la carte, le cancel culture qui vient avec ça. C'est comme rendu. Tout peut se faire bannir. Il y a une génération qui veut tout bannir, puis rendu là, c'est qui a la Ça, on s'en bonne fout. direction? Ouais, ben, encore une fois, tu sais, ce qui arrive, c'est que dans certaines situations comme ça, il faut qu'on soit conscient. On doit être conscientisé par les situations. Ça, c'est la première chose. Euh, oui, j'avais vu dans ta dernière mission, vous en aviez discuté. Moi, je pense que il y a une question de respect. Respect, on ne peut pas changer ce qui s'est passé dans le passé. Ça, Ouais, c'est la vérité. effectivement. On ne peut pas changer. On peut faire mieux pour le futur. Mais il faut qu'on garde ça faut qu'on garde ça comme idéologie du fait que si toutefois il y a des mots qui sont utilisés ou quoi que ce soit qui est fait mal, par exemple, tu vois ce que je veux dire? Ben, il n'y en a pas de débat. Pourquoi il devrait y avoir un débat? OK. Il ne devrait pas avoir de débat par rapport autour de ça. C'est quelque chose qui fait mal. C'est quelque chose qui fait mal. Pourquoi retourner là-dedans? Puis dire, ouais, mais non, passons à autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que dans un cadre, on va dire, bon, pour le mot N, par exemple, là, dans un cadre scolaire, ça peut être dit quoi que ce soit. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être évitées, puis c'est assez facile, puis je ne sais pas qu'est-ce que ça fait comme dérangement, Mhm. honnêtement. Mais en même temps, on doit avancer, on doit s'indigner des situations qui ne sont pas justes, qui ne sont pas équitables, mais en même temps, faut pas tomber non plus dans le jeu
des gens qui vont vouloir crier plus fort, mais qu'au fond, c'est simplement pour leur agenda et qui ne sont pas nécessairement considérés par la cause. Ouais. Et moi, je suis une personne que je veux revendiquer sans jamais tomber dans la victimisation. Je suis d'accord. Moi aussi, je suis pas je suis de cet avis-là, puis je veux voir les choses de plus objectives. Comme, regarde, il y a quelque chose, il y a eu du bon et mauvais, mais encore là, ne pas jouer la victime, je pense qu'il faut reconnaître parce qu'à un moment donné, ça devient juste ridicule. Ben, et puis... Exactement. Puis comme on parle dans la victimisation, comme tu le dis, c'est sûr qu'il y a des situations qui font mal, mais quand je te dis qu'il ne faut pas tomber dans le piège de la victimisation, c'est que c'est pas vrai que c'est toutes les situations qu'on va devoir réagir. Il y a des situations que comme, bah, c'est juste une différente perception. Tu vois ce que je veux dire? Mm-hmm. Il y a des situations que comme, maladresse, oui, on réagit, mais il y a certaines situations que on doit prendre ponctuellement et on doit regarder, on doit analyser. Et puis, il n'y a rien de noir complètement, il n'y a rien de blanc complètement. Tout est nuancé, tout est gris. Il faut juste qu'on soit en mesure d'avoir le sentiment assez critique pour pouvoir, à certains moments, réagir et à certains moments, prendre du recul. Nice. Puis, dernière chose, ça serait quoi un conseil que tu pourrais donner, tu sais, vu que tu es beaucoup impliqué dans l'entrepreneuriat, ça serait quoi le plus gros conseil entrepreneurial que tu as appris, que toi, tu voudrais donner à quelqu'un ou que toi, tu donnerais à ton plus jeune, à mon fils. jeune Alexandre? C'est vraiment très cheesy. Go. We like cheese. We like cheese. Ben, suivre son cœur, man. OK. Suivre son cœur, suivre ses intuitions. That's a good one. Puis d'essayer. Parce qu'à la fin de la journée, là, quand tu mets tout en perspective, dans n'importe quelle situation, il y a deux choses qui arrivent. Il y a deux fins, il y a deux finalités. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Nelson Mandela. C'est soit tu gagnes, soit tu apprends. Du coup, que tu as ça en tête, ben, tu avances. Et puis, si toutefois ça ne marche pas, au moins tu l'as essayé et tu sais que ce n'était pas pour toi. Et puis c'est tout. Chose importante, il faut essayer. Alexandre, merci. Merci Ray, merci à tout le team. Yes, sir. Shout-out à vous, force à vous les gars. Et puis merci de m'avoir reçu. Thanks pour le content, thanks pour toute l'information. Bien aussi.